Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réussir une plantation. Je vais m'attarder surtout à la plantation feuillue. On va regarder les différents aspects qui conditionnent la réussite d'une plantation. De prime abord, je vais vous parler un peu des arbres. L'arbre qu'on a ici, c'est un chêne rouge, un plant feuillu. C'est un plant de type racine nue. Si des gens ont déjà planté des arbres, peut-être avez-vous déjà eu des arbres comme ça. Celui-là, c'est un arbre qui est produit par les pépinières du ministère pour les producteurs forestiers, puis aussi pour d'autres organismes comme le MAPAC, puis aussi le monde municipal. Ces plants-là, des fois, sont distribués aux citoyens via les municipalités. Le plant feuillu à racines nues, bon, c'est assez évident que quand on le reçoit, les racines sont nues. Il fait contraste avec les autres types de plants qui sont les plants en récipient. Je n'ai pas d'exemple avec moi aujourd'hui, mais c'est un plant qu'on va retrouver une carotte avec la terre de forme un peu cylindrique, cônique. Le plant à racines nues, son avantage, c'est qu'il y a un gros système racinaire par rapport au plant à récipient. Par contre, il est un petit peu plus difficile à mettre en terre. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui influence sa réussite quand on le met en terre. De prime abord, il faut choisir un bon emplacement pour le mettre. On va éviter les trous, les dépressions humides. On va parallèlement aussi éviter les endroits qui sont trop secs, les butons. On va essayer de garder une distance raisonnable avec les arbres vivants qui pourraient avoir été laissés sur place, sur le site. Puis aussi, on va garder un espace, une distance avec toutes les souches d'arbres résiduels. Les souches résiduelles, si on plante ça trop près, quand ils vont se décomposer, ça peut créer un genre d'affaissement au niveau du sol. Donc, c'est un endroit où le sol va être déstabilisé et où on peut retrouver plus d'eau qui va s'accumuler. Donc, on évite ces endroits-là. Par la suite, quand on arrive pour le mettre en terre, on va s'assurer de le mettre dans un sol minéral. Donc, on va dégager autant que possible la surface pour accéder au sol minéral. On peut tolérer un peu de matière organique, mais il ne faut pas trop avoir un site où il y a trop de matière organique, parce que sinon, ça va nuire à la stabilité puis aussi à la croissance de l'arbre. Sur l'arbre, ce qui est important d'identifier quand on le prend, on a le fameux collet ici, qui est la limite entre le système racinaire et la partie aérienne. C'est comme un point de référence lorsqu'on veut faire une mise en terre. Je vais vous faire une démonstration ici en studio. C'est une première pour moi aussi. De comment bien planter son arbre. Là, ici, on va piquer. Là, je vais vous montrer ensuite la pelle de planteur. Mais l'important, c'est de faire une belle fente profonde. Puis il faut insérer l'arbre relativement profondément en s'assurant que toutes les racines sont rentrées à l'intérieur. Par la suite, avec notre pied, je vais prendre mon poing pour faire l'effort, on vient compacter le sol sur le côté. Puis il faut s'assurer que toutes les racines sont à l'intérieur du sol. Moi, je vous recommande fortement, si vous en avez quand même quelques quantités à reboiser, de vous procurer une pelle de planteur. Il y en a différentes longueurs, profondeurs, puis c'est des outils bien adaptés pour faire la mise en terre. Quand on a procédé à la mise en terre, on vérifie s'il est assez solidement enfoncé dans le sol, si la compaction est adéquate. Tout ce qu'on a à faire pour le vérifier, on tire un peu sur l'arbre, voir s'il veut sortir. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut s'assurer que notre plant reste droit. Donc, on ne le plante pas incliné comme ça. Ce n'est pas bon pour lui parce qu'il va chercher à retiger à la verticale. On va créer une déformation. Je vais le sortir aussi pour vous montrer des choses au niveau racinaire. Il faut éviter, quand on fait la mise en terre, d'avoir un système racinaire qui est tout tordu. Hein? Des gens pourraient penser que c'est plus facile. On twiste les racines pour bien les enfoncer. On va éviter aussi de faire des accordéons comme ça, les plier. Puis surtout, on va éviter de laisser des racines à l'extérieur comme ça. Fait que tout ça, c'est important de bien prendre ça en compte pour s'assurer de la survie de notre arbre. Je vais vous le repiquer pour ne plus avoir à le manipuler et pour ne pas le perdre. C'est un petit peu difficile avec une petite pelle. Là. Avec la grande pelle, c'est beaucoup plus facile. On fait un peu de jardinage. Bon, à partir du moment où le plant a été mis en terre, pour les feuillus, ça ne s'arrête pas là. En fait, là, le gros du travail reste à faire. Les plants feuillus sont susceptibles à être affectés par les rongeurs, les cerfs de Virginie, puis aussi la compétition qu'il faut tenir compte. C'est très important. Je vous dirais que le premier élément à s'assurer, c'est de protéger contre les rongeurs, les petits rongeurs. Pour ce faire, on utilise des spirales, la fameuse spirale blanche.
Il y a des gens qui vont utiliser les fameux drains agricoles noirs de 4 pouces, mais ce n'est pas recommandé. C'est un protecteur, mais il est beaucoup trop large, puis il permet aux petits rongeurs d'accéder à la tige. Qu'est-ce qu'on ne veut pas chez les petits rongeurs? C'est que, surtout pendant l'hiver, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de nourriture, puis qu'ils sont capables de se déplacer sous la neige, ils vont venir ronger le collet ici, la tige. Puis à cette grosseur-là de tige, c'est pas long que le rongeur a fait le tour, il l'a annelé. Puis à partir du moment où le plant est annelé, c'est le début de sa mort. Puis c'est très rare que les plants réussissent à se reprendre. Il faut qu'il reste, là, la majeure partie du pourtour qui n'a pas été grugé. Donc, on installe les spirales pour ça. La fameuse spirale blanche. Assez facile à installer. En torsade. Ici, ça va bien parce que j'ai un plant quand même d'une belle dimension. On parle d'un chêne rouge là, qui a un peu plus de 30 cm. Mais parfois, vous pouvez avoir des plants qui ont juste 15 cm. Puis vous pouvez avoir des plants aussi qui ont des branches latérales fortes. Dans ce temps-là, c'est un petit peu plus difficile d'installer la spirale. Si vous avez un grand arbre, vous pouvez vous permettre une grande spirale, mais avec un petit arbre, il faut les raccourcir. Pour les raccourcir, vous pouvez vous traîner un sécateur pour couper la spirale, mais aussi, dans certains cas, les arbres sont très branchus, donc vous pourriez vous permettre de couper quelques branches basses, juste pour insérer le protecteur. Si vous ne voulez pas sacrifier des branches, ou pour des raisons opérationnelles, ce que vous pouvez faire, vous pouvez garder une spirale de 8-10 pouces, mais vous pourriez juste la mettre en partie, le temps que l'arbre se développe, puis par la suite, vous repassez, puis vous complétez la protection avec le temps. Fait que ça, c'est pour nos petits amis rongeurs. Fait qu'on s'assure de bien l'appuyer au sol, comme ça. Pas le laisser flotter dans les airs. Souvent, quand il y a de l'herbacée, il va avoir tendance à flotter, donc on l'appuie comme il faut. Par la suite, le deuxième élément à tenir compte, c'est la compétition herbacée. Je n'ai pas de protecteur pour vous le démontrer, mais généralement, ce qui est le plus efficace, c'est le fameux paillis de plastique, qui consiste en un carré de plastique d'environ 3-4 pieds par 3-4 pieds. On l'installe sur l'herbacée, au pourtour du plant. Puis, ça empêche toute la compétition herbacée de se développer. À terme, ça va la tuer. Puis, parallèlement, ça va fournir la chaleur au système racinaire de notre arbre. Puis, ça va favoriser aussi l'évacuation du surplus d'eau, qui n'est pas négligeable dans certains cas. Le fait que la compétition herbacée ne peut plus se développer, ça permet à notre plant feuillu de pleinement se développer au niveau racinaire. Donc, c'est un peu comme si on lui donnait de l'engrais, mais sans vraiment y en donner. Fait que ça, c'est un avantage incontournable. Il existe les paillis individuels qui sont peu dispendieux. Souvent, il faut les faire nous-mêmes, sinon ça existe en format précoupé, comme des gros rouleaux qu'on tire et qu'on déchire. Sinon, si vous pouvez vous le permettre monétairement ou par votre site, vous pouvez faire installer du paillis en longueur, très efficace. L'inconvénient, c'est qu'il faut récupérer les plastiques à la suite de la plantation. Mais pour un succès, je vous dirais que ça vaut la peine. On l'utilise fréquemment pour les plants feuillus, mais ça peut être utilisé aussi pour les plants résineux. Donc ça, c'est pour notre compétition herbacée. Si on ne fait pas ça, il faut faire un suivi très serré de l'entretien de notre plantation. Il faut venir débroussailler, toujours en faisant attention de ne pas accrocher notre plant. La petite spirale blanche, elle vient nous aider pour ça. Troisième élément, les serres de Virginie. C'est un incontournable parce que je vous dirais qu'ils sont souvent la cause d'un échec de plantation. Vous avez beau mettre votre petite spirale, vous avez beau l'entretenir au niveau herbacé, si vous ne les protégez pas contre les serres de Virginie, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Les serres de Virginie ne sont pas là en permanence, mais il suffit d'une année où est-ce qu'ils décident de s'installer puis de les grignoter, puis là, ça va vous causer des problèmes. En fait, c'est rare qu'ils vont tuer le plant d'un coup, mais ils vont le grignoter en le rapissant. L'arbre va essayer de se reprendre, il va pousser tout croche, puis il va avoir de la misère à lever. Fait qu'avec le temps, on se retrouve avec un peu des genres de plants bonsaï qui ne veulent pas lever. Pour les protéger, il existe différents types de protecteurs. Je vais vous présenter différents modèles. Il y a plusieurs années, on avait des gaines comme ça en tissu, de type free grow. C'était quand même bien reçu parce que ça ne coûtait pas trop cher. C'était facile à transporter, c'était léger, c'était compact jusqu'au moment de l'installation. Donc, les débuts des protecteurs, je vous dirais, ont été surtout vus avec ça. L'inconvénient qu'il y avait, c'est que ça prenait des piquets de bois d'une certaine dimension pour que les crochets fonctionnent bien. Par la suite, on a eu sur le marché des nouveaux protecteurs. Les protecteurs noirs,
en PVC, qui est résistant au soleil, qui est résistant au froid. Ces protecteurs-là, c'est tous des produits Intermas. C'est fabriqué en Europe. En Europe aussi, ils ont des problèmes de serre. Donc, ils ont développé des produits pour ça. Vous avez différentes grandeurs. Ici, j'ai un 120 cm qui est relativement suffisant pour le cerf de Virginie. Vous avez différents diamètres. Ici, j'ai un petit diamètre là, à 15-20 cm. J'en ai un ici qui se retrouve avec un 20 cm, avec une maille différente. Puis, il existe aussi le gros protecteur qui est de 6 pieds, avec un 40 cm de diamètre, relativement dispendieux. Donc, ça dépend de nos besoins, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de l'importance de votre plantation, je vous dirais. Je vais vous parler un peu de l'installation. Ces protecteurs-là, bon, ça prend un tuteur pour bien les installer. Le tuteur, ça peut être un bâton de bois, ça peut être une tige de métal type rod de métal de fondation d'1 cm environ. 1 cm, c'est suffisant pour la rigidité. Ici, pour l'exemple, je me suis pris une baguette de plastique, juste parce que c'est plus léger, là. Mais c'est le même principe. On plante la baguette en premier, à côté de notre arbre, au bon endroit, d'une profondeur suffisante. Ensuite, on insère notre manchon sur notre arbre, en faisant attention aux bourgeons. C'est important de ne pas les accrocher, pas les briser. Puis ensuite, on insère le manchon par-dessus, puis on vient l'attacher. Pour l'attacher, je vous dirais que vous pouvez prendre soit la broche de métal, qui est très appropriée pour ça, parce qu'elle ne brise pas dans le temps. Un petit peu plus long, je vous dirais, que le tie wrap. Le tie wrap fonctionne très bien, sauf qu'il a tendance à casser avec le temps. Donc ça, c'est à vous de voir, la quantité, l'effort, ce que vous voulez mettre. Je vous dirais que ça vous prend au moins 2 attaches sur votre protecteur pour que ça tienne bien. Vous en placez un relativement bas, un en haut. Vous pouvez en rajouter un troisième au besoin, dépendamment de la grosseur. Celui-là, c'est un 20 cm de diamètre. Avec 2 attaches, c'est suffisant. Mais si vous avez des gros protecteurs à 30 et 40 cm de diamètre, ça se peut que ça en prenne plus. Puis même dans le cas du très grand protecteur, ça va vous prendre 2 tuteurs pour être certain de maintenir l'ouverture de votre protecteur ici, là. Ça, c'est important. C'est cet espace-là qui va permettre à votre plante de se développer et de sortir. Je vous recommande personnellement les tiges de métal quand c'est possible. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, ils sont incassables. Fait que si vous avez un site moindrement rocailleux, ça vaut la peine. Les piquets de bois ont tendance à casser. Dans des sites rocheux, on peut parler de 15 à 20 % de perte juste en les enfonçant. Par contre, ils sont pesants à transporter, puis ces temps-ci, ils sont plus dispendieux qu'à l'ordinaire. Mais c'est la même chose aussi pour les bâtons de bois. Les bâtons de bois, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel bâton, de n'importe quelle essence, n'importe quelle dimension qui vous convient. L'autre avantage avec les piquets de bois que j'ai moi-même essayé, c'est qu'au lieu de prendre des attaches de métal, vous pourriez décider de taquer carrément votre protecteur sur la tige de bois. Ça facilite le retrait quand on veut faire un suivi auprès de notre arbre. Parce qu'à partir du moment où on a installé notre protecteur, ça ne s'arrête pas là. Idéalement, on va faire des suivis dans le temps parce qu'au niveau du pied de notre arbre, il y a de la compétition herbacée qui peut traverser le pays, même si on en a installé un. Puis si on n'en a pas installé, ça va être encore pire. Fait que le protecteur se remplit de compétition herbacée qui peut venir étouffer votre plant. Fait que pour pallier à ça, on recommande aux propriétaires de faire un suivi annuellement, au moins une fois par été. Aller vérifier, voir si le plant est obstrué par la compétition herbacée. Si c'est le cas, on retire le protecteur, on dégage, on fait le ménage, puis on replace le protecteur par-dessus. Donc, c'est sûr que si on a une broche ou un tie wrap, ça rallonge un peu les délais. Tandis que si c'est juste une agrafe sur un bâton de bois, c'est beaucoup plus rapide. Si, je vais prendre un autre protecteur pour le montrer. Si votre plant a une très bonne croissance, mais vous avez beaucoup de cerfs de Virginie, bien peut-être que vous pourriez décider, même avec un petit protecteur, de le relever dans le temps. Il y a certains modèles, à cause de la densité du plastique, que c'est possible. Même si le piquet n'est pas suffisamment haut, vous pourriez vous permettre de le faire dépasser afin de s'assurer que le chevreuil ne vienne pas le brouter. Donc ça peut être intéressant pour la survie à long terme. Par la suite, quand votre plant dépasse le protecteur,
c'est important de ne pas attendre trop longtemps avant de le retirer. Parce que l'arbre, à partir du moment où il va sortir du protecteur, il va avoir tendance à construire ses branches latérales fortes. Donc, après ça, ça rend plus difficile l'extraction du protecteur. Puis dans des cas où l'arbre est vraiment rendu trop gros, bien là, on n'a pas le choix de sacrifier le protecteur. Donc, au prix que ça coûte, on veut les conserver. C'est des protecteurs qui vont durer quand même, là, les tests qu'on a fait, là, je vous dirais 4 à 5 ans, là, sans problème. Aucune dégradation du matériel, que ce soit par le gel ou par l'insolation. Les seuls bris qu'on a déjà vus, c'est vraiment des serres de Virginie qui étaient acharnées, là, qui voulaient accéder au plant, qui ont réussi soit à le déchirer ou à l'enlever. Puis il ne faut pas oublier que ces protecteurs-là ne protègent pas contre les petits rongeurs. Dans les cas de petits rongeurs, vous avez beau le laisser à terre, votre protecteur, mais avec le gel-dégel, avec l'hiver, le petit mulot, là, il va être capable de passer en dessous pour aller ronger. Donc vraiment, ne jamais oublier la petite spirale blanche. Très important. Vos plants, à partir du moment où ils sont dégagés du protecteur, que vous avez sorti votre protecteur, retiré votre protecteur contre la serre de Virginie, vous pouvez commencer à penser à vous permettre à des tailles de formation. Je vous dirais que tant que le plant n'est pas sorti, ça ne vaut pas la peine, parce que vous avez besoin de sa masse foliaire pour qu'il se construise le plus rapidement possible. Mais passer cette étape-là du protecteur, vous pouvez commencer à vous permettre à faire des petites tailles de formation et ou de l'élagage pour les branches basses, pour éviter qu'il y ait des trop fortes fourches. Dans le cas de certains plants, il faut faire attention. Le chêne rouge, entre autres, là, a des bourgeons qui sont pointus. À l'époque où on utilisait beaucoup ces protecteurs-là en tissu, là, souvent les bourgeons venaient piquer dans le protecteur, puis avaient tendance à faire des branches qui sortaient du protecteur. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix. Soit on sacrifiait des branches pour le retrait du protecteur, ou on sacrifiait le protecteur. Si vous prenez certains types de protecteurs avec des mailles plus fortes, ça pourrait arriver. Fait que ça, il faut en tenir compte. Puis si vous avez des essences qui font des fourches très fortes comme des noyers, bien, vous pourriez peut-être vous permettre d'avoir un protecteur avec un diamètre plus gros, parce que c'est des arbres qui naturellement se développent sur le large. Donc, prendre un protecteur qui est étroit, bien, peut-être que ça va être un petit peu difficile pour le plant de bien monter, mais ce n'est pas impossible. Côté prix, je vous dirais, là, la petite spirale ici, là, c'est relativement peu dispendieux. Vous pouvez avoir des spirales comme ça à 24 pouces ou à 36 pouces. À 36 pouces, vous pourriez en avoir des prix là, raisonnables quand même autour de 5-6 $ et moins. Donc, dépendamment de la dimension de vos arbres, bien, vous avez juste à les couper pour obtenir la dimension souhaitée. Puis, toujours tenir compte de la hauteur de l'arbre. Je vous dirais un minimum de 4 à 6 pouces, là, généralement, c'est parfait. Aller en bas de 4 pouces, là, c'est risqué. Pour ce qui est des manchons protecteurs, actuellement, les moins chers qu'on pourrait trouver sur le marché, je ne connais pas actuellement la disponibilité au Québec, là, c'est le petit ici comme ça, avec une maille simple qu'on appelle, là, 20 cm à 120 cm de haut, quand même 4 pieds. On pourrait l'avoir en bas de 2 $. Si on va ici avec ce modèle-là, qui est beaucoup plus rigide, qui est à deux intensités de maille, celui-là, là, on frôle les 3,5 $, 4,5 $ au volume. À l'unité, c'est toujours un peu plus cher. Puis si on va dans le 6 pieds à 30 cm, 40 cm, bien là, on dépasse le 6 $ l'unité. Ça commence à être dispendieux. Puis en plus, ça prend 2 tuteurs. Puis des tuteurs qui sont forts. Fait qu'on rallonge l'installation, on rajoute des coûts à tout ça. Puis le suivi est encore plus difficile sur le 6 pieds. Mais pour des arbres de fort calibre, on a des très bons résultats avec ce gros protecteur-là. Ensuite, dans la planification de votre plantation, pour gérer vos coûts, ce serait peut-être important aussi de bien penser à votre densité de plantation. C'est pas parce que vous en plantez plus que vous allez avoir une meilleure réussite de plantation. Je vous dirais même plantez-en moins, mais protégez-les comme il faut. C'est pas comme une plantation résineuse où on vise généralement 2000 plants à l'hectare. Pour la plantation feuillue, on peut se permettre beaucoup moins. On pourrait se permettre entre 300 et 1000 plants à l'hectare, tout dépendamment de votre budget, votre suivi. Les plants feuillus, contrairement aux résineux, ont besoin de tailles de formation. Donc, même si vous les espacez fortement, vous allez avoir à faire des tailles. Si vous en plantez moins, vous allez juste avoir moins de tailles à faire. Donc, plantez-en moins, mais chouchoutez-les. Ça, c'est ma recommandation. Puis, faites un suivi serré. Si vous avez de la mortalité, bien, les remplacez le plus rapidement possible. Puis,
c'est toujours bon d'avoir de la diversité d'essences parce qu'on ne sait jamais comment ça peut virer. Des fois, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir une batch de plants qui n'était pas très bonne au niveau racinaire. Des fois, il y a certaines espèces qui vont subir davantage le choc des sécheresses. Donc, diversifiez votre panier de produits. Moi, ça ferait pas mal le tour des plantations. Alors, si vous avez des questions, je peux prendre peu importe la question. Mais oui, justement, Jean-François, nous avons une question de Sarah-Claude qui a d'ailleurs été très active aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah-Claude, pour tes questions qui sont toujours bien pertinentes. Donc, Sarah-Claude qui demande, est-ce que vous recommandez de mettre du... Et là, le mot, je ne sais pas comment le prononcer. Est-ce que vous recommandez de mettre du mycorhize dans le trou de plantation pour des racines nues? Quelles sont les périodes de plantation? Donc, voilà. C'est bon. Oui, pour les périodes de plantation, généralement, on va planter au printemps, très tôt. Les plants qui sont produits par les pépinières du ministère, puis même aussi les autres pépinières privées, vont faire l'extraction des plants au printemps. Avant que les bourgeons débourrent, comme on dit. C'est le meilleur moment. Donc, on les plante le plus tôt possible. Ça permet d'avoir une saison de croissance où ils vont s'établir. Pour ce qui est des mycorhizes, je ne sais pas si c'est souhaitable. Dans certains cas où le sol est déficient en nutriments, on pourrait se permettre certains amendements. Mais je ne peux pas me prononcer sur quel amendement mettre à quel endroit, là. Ça dépend vraiment de vos sites. Je vous recommanderais pour ça de consulter votre professionnel si vous avez des cas particuliers. Mais généralement, en milieu forestier, milieu naturel, c'est pas nécessaire. C'est des sols qui sont très riches en général. Bon, mais parfait, ça répond du moins quand même assez bien à cette question-là. Ou sinon, du côté de Marie-Annick, elle se demande quelle est la marque des protecteurs et où on se les procure au Québec? Parce que vous avez parlé au niveau des prix, de la disponibilité aux États-Unis, mais est-ce qu'au Québec, on a de la disponibilité? Oui, au Québec, on en a. Actuellement, le seul fournisseur que je connais, c'est Dendrotique à Québec, qui est une compagnie spécialisée dans les produits forestiers, entre autres. Puis, ils ont quelques modèles de ces protecteurs-là. Le nom officiel de ça, c'est soit des Climanet ou des Climatiques, dépendamment lequel. C'est fabriqué par la compagnie Intermars qui est située en Europe. Mais au Québec, c'est Dendrotique qui fait la distribution, la vente. Donc, pour savoir les modèles et les prix, il faudrait les contacter. Sinon, vous pourriez des fois trouver des protecteurs usagés. Parce que passé 3-4 ans, souvent, les gens les retirent puis les revendent parce qu'ils sont encore en état. Même les protecteurs Free Grow, ça fait quand même plusieurs années qu'ils n'en fabriquent plus, je les vois encore rouler sur différentes plantations dans le sud du Québec. Bon, mais parfait. On a aussi Caroline Côté qui a rajouté comme question quel est le nom de la compagnie des filets protecteurs? Je ne sais pas, Jean-François, si tu l'as mentionné. Le filet, non, je ne l'ai pas mentionné. C'est le protecteur de type Free Grow. Le nom de la compagnie, je ne pourrais pas vous le dire, mais si vous faites des recherches sur Internet, vous allez pouvoir le trouver. Ils n'en fabriquent plus actuellement. Peut-être qu'ils vont en refabriquer. À l'époque, c'était fabriqué en Colombie-Britannique par M. John Kendall, je crois, si je ne me trompe pas. Parfait. On a plusieurs questions qui se rajoutent. C'est génial. Continuez comme ça. On a notre expert avec nous, donc pourquoi pas en profiter. On a Lucie qui demande pourquoi ne pas mettre du bois raméal fragmenté au lieu du plastique pour empêcher les mauvaises herbes. Oui, c'est possible. Ça se fait très bien. Le problème, ça dépend de votre quantité d'arbres que vous avez mis en terre. Ça dépend de l'importance. Si vous avez quelques dizaines ou centaines d'arbres et que vous avez le produit en main, vous pouvez l'implanter sans problème. Mais quand on parle de plantation de centaines ou de milliers d'arbres, des fois, au niveau opérationnel, c'est plus compliqué. Fait que c'est la raison principale pourquoi c'est moins utilisé. Bon, mais parfait. Donc, je crois que ça a fait le tour. On n'a pas d'autres questions. Du moins, s'il y en a d'autres, c'est maintenant le temps de les lancer. Ou sinon, moi, Jean-François, j'aimerais vraiment beaucoup te remercier pour ta présence aujourd'hui. Et on rappelle, Jean-François qui travaille à l'Agence forestière de la Montérégie. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir de l'information ou des contacts directs avec des professionnels qui sont là pour vous renseigner justement sur les questions que peut-être vous allez avoir aujourd'hui, les questions qui vont surgir après qu'on ait terminé la présentation, eh bien, je vous invite à aller consulter leur site Internet ou à les contacter directement. Donc, Jean-François qui se fera sans doute un plaisir de répondre à vos questions dans le futur. Donc, merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et c'est ce qui met fin à la dernière présentation de la journée.